Bonjour les études Miss, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un bail. Et en fait, avant de commencer cette vidéo, on a parté pour vous dire que j'ai changé de single board computer mon assistant. Je suis passé sur un Android C4 avec 4 Go de RAM et 64 Go de MMC. Et pour l'installer, j'ai utilisé en fait ma vidéo numéro 2. Il y a quelques petites différences dans le script, en fait sur l'adresse d'une script où aller les récupérer. En tout cas, j'ai mis à jour les instructions dans la vidéo numéro 2. Voilà. Et paramètre important, il faut l'installer en architecture 64 bits. C'est la seule petite parenthèse. Allez, retournons à nos moutons sur la vidéo du jour. Et peut-être, ce sera d'ailleurs, il y aura 2 vidéos. Ça va concerner un tracker solaire un axe, typiquement pour barbecue ou four solaire. Oui, alors petit clin d'œil à GGR, voilà, donc voici ma version. Tu verras, ça sera complètement différent d'un point de vue structurel. Alors, mon idée est d'utiliser pour la mobilité plutôt un plateau tournant, d'accord, entraîné par un moteur pas à pas. Et la petite originalité, c'est que au lieu d'utiliser des panneaux solaires pour faire ce contrôle en boucle fermée, comme par exemple peut le montrer ce genre de vidéo. Voilà, donc ici, c'est donc un panneau solaire. Vous avez deux panneaux qui sont en fait en 45 degrés en V, et lorsque on est face au soleil, la tension centrale est nulle, et dès qu'il y a une différence de potentiel, eh bien, c'est-à-dire par un déplacement du soleil, eh bien le moteur normalement est entraîné. Alors pourquoi j'ai pas choisi ce système-là? Parce qu'en fait, pour avoir une différence de potentiel suffisamment importante pour entraîner le moteur, ben, il va falloir que le soleil se déplace pas mal. Et donc, en fait, dans cette vidéo, par exemple, j'ai rien contre cette vidéo, mais en fait, on voit bien que s'il était mal initialisé, ben, ça se cale bien, mais les petits micro-ajustements, ben, je pense que ça marche pas très bien. Voilà. Donc pourquoi? Parce que la différence de potentiel n'est pas assez importante lors de petits déplacements du soleil pour entraîner le moteur. Alors il y a d'autres vidéos, hein, je ne vais pas les lister, mais il y en a d'autres. Par exemple, ici, c'est une super vidéo, c'est un tracker solaire pour panneau. Donc ça doit bien marcher. Alors mon idée, ma petite originalité, c'est d'utiliser à la place de ces panneaux solaires pour faire la boucle d'asservissement, un compas magnétique. Et en plus de ce compas magnétique, je vais pouvoir, grâce à ESP-HOM, je peux connaître en temps réel, sachant votre position GPS, longitude, latitude et l'heure, eh ben, vous pouvez connaître la course du soleil en élévation et en azimut. Donc ça, c'est assez important parce que finalement, de là où vous êtes et de la période de l'année, eh ben, on va dire l'azimut, c'est-à-dire à partir de quel angle le soleil se lève et à quel angle le soleil se couche, ben, va varier en fonction du jour, de votre position. Donc vous avez la page Wikipédia qui vous informe de tout. Et donc, si vous avez l'information de votre coordonnée et du temps, ben, normalement, ESP-HOM vous calcule ces deux données, l'azimut et l'élévation en temps réel. Donc, couplé à un compas magnétique, ben, ça sera très facile de calculer une fonction de coût, la différence, par exemple un résidu, et de minimiser cette fonction de coût. Voilà. Donc, par exemple, j'ai trouvé cette page web qui est assez intéressante, qui vous calcule en temps réel un peu la course du soleil. Faites attention, pour l'heure française, on est en UTC plus 2, et alors qu'il faut le positionner en UTC plus 1, parce que le soleil, lui, il est en plus 1. Donc ça veut dire que l'heure que vous indiquez, par exemple ici, il faut la retarder d'une heure pour avoir le vrai angle en azimut et en élévation. Alors, quel matériel on va devoir utiliser pour ce projet? Eh bien, le plateau tournant, ben, c'est quoi? C'est une planche de bois sur laquelle on va d'abord essayer de découper un disque. Alors, ce plateau, pour moi, enfin, j'essaie de le faire, il fait 60 cm. Alors, on va voir si vous êtes bien équipé ou non. Je ne suis pas très bien équipé en termes de menuiserie, donc j'avais qu'une scie sauteuse, et pour faire vraiment un disque parfaitement circulaire, au millimètre près, bah, c'est pas une tâche si aisée. Vous allez voir en incrustation vidéo un peu la façon dont j'ai pu affiner la circularité du disque. Donc pour la réalisation du plateau et pour qu'il soit parfaitement circulaire, donc j'ai bloqué avec des serre-joints le plateau, et en fait c'est juste le côté lime. J'ai mis ma scie multifonction avec le grattoir, c'est le grattoir 60. J'ai calé un peu, j'ai mis un clou et je commence à tourner, voilà, pour éliminer la proportion, et ça c'est aussi
fixé par des serre-joints. J'ai pas d'outils, qu'on n'a pas de tour, on fait ce qu'on peut. Voilà, vous voyez le jeu là, j'ai encore une 2 mm de jeu. Bon, je vais les récupérer, je pense. Ouais, ça sera parfaitement circulaire. Et du coup, ben, la roue va bien pouvoir glisser tout le tour. Bon, voilà, petit détail de calcul. Donc vous utilisez votre roulette, votre Lazy Suzanne pour le tour en fait. Et ça aidera à rendre circulaire bien les choses. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, comme vous avez vu. Avec ce genre de style multifonction pour poncer, c'est pas idéal. Il me reste encore des écarts d'1 ou 2 mm. J'aurais dû avoir une défonceuse, voilà, avec un compas. Je ne l'ai pas. Bon, peut-être je referai un plateau. Je voulais juste tester. Donc les résultats sont positifs. Donc je ferai peut-être un nouveau plateau dans une version 2 améliorée au niveau de l'architecture de ce suiveur Anax. Alors qu'est-ce qu'il vous faut comme matos? Il vous faut ce plateau tournant. Ben, vous utilisez ça dans les plateaux télé. Donc ça s'appelle une tournette à billes. Moi j'ai acheté celui-ci. Alors j'ai pris au moins un 15 cm par 15 cm. Il peut supporter des charges de 100 kg, donc il suffit largement. Donc ça va. Je ne sais plus combien je l'ai acheté sur Amazon Prime, dans 10-15 euros quand même. Bon, c'est la matériel. Sinon, vous pouvez l'avoir sur les sites chinois. Et le reste du matériel, ce sera sur Banggood en Chine. Tout est centralisé là-bas, donc voilà. Alors, il va falloir un driver de moteur pas à pas. Et donc ici, c'est le A4988. Alors 5 pièces. Je vous conseille de 5 pièces parce que j'en ai grillé 2. Donc c'est con d'attendre en Chine. Et puis une seule va coûter 3 $, donc, et 5 $. Donc c'est pour 2 $ de plus, vous en avez 5. Donc voilà. Alors pourquoi j'en ai grillé, je vous expliquerai plus tard. Donc c'est pas qu'ils sont fragiles, mais c'est quand vous voulez les mettre en mode slip. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Eh ben il vous faut un moteur pas à pas. Donc je vous propose les NEMA 17 et avec un certain couple pour pouvoir faire tourner le plateau. Donc un 52 Newton par centimètre, ce qui est très très bien. Voilà, donc dans les 12-13 $. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faudra aussi? Il vous faudra une petite régulateur de tension qui accepte en entrée des batteries entre 7 et 28 volts et qui va vous descendre en 5 volts. Le 5 volts va vous permettre d'alimenter un ESP, voilà. Et par exemple, excusez-moi, pour attacher le moteur sur un plateau bois, ce genre de support est assez intéressant. Vous mettez votre NEMA ici, puis après vous avez des lumières pour positionner vos vis sur le bois. Alors, en parlant de l'ESP, c'est classique, un ESP32, voilà, dans les 5 $. Qu'est-ce qu'il vous faudra également? Le fameux compas magnétique. Alors, on va en parler parce qu'au départ, j'ai fait pas mal d'essais, d'essais-erreurs, et j'avais utilisé le QMC, je ne sais plus lequel, celui qui est intégré directement via Inspium. Alors, le HMC marche mieux, mais en fait, dans la majorité des vendeurs, vous avez en pratique, quand vous achetez le GY273, vous avez en fait un QMC à la place, et ce compas est pas génial. Non seulement il est très bruité, mais en plus il est non linéaire selon les angles au niveau de la réponse. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Pire encore, il est très sensible au champ Wi-Fi de votre SP. Alors je vais vous montrer lequel je fais référence. Donc c'est quand on va sur QMC, voilà, cela, le 5883L. Je vous le déconseille. Alors celui qui est un peu mieux, il est très difficile, c'est le HMC. C'est pour cela que j'ai changé d'épaule et j'ai pris ce module-là, c'est le BMM 150, c'est un Bosch, qui lui marche beaucoup mieux et quel que soit l'angle, répond à peu près bien. Donc au niveau écart type, j'ai à peu près 1 degré, 1,5 degré. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Toujours chez Banggood. Je vous propose également de mesurer la température à l'intérieur de votre four. Donc pour cela, une petite sonde NTC, une 100K, parce que ça peut monter au-delà de 100 degrés. Donc là, ça peut mesurer jusqu'à 300 degrés, ce qui suffira largement. Qu'est-ce que on aura besoin? D'une batterie, alors d'une lipo que vous devrez recharger ultérieurement. Donc je vous conseille une 3S, puisque 3S, ça fait que 3 fois 4,2 quand elle est chargée au maximum, donc ce qui fait un peu plus de 12 volts et des brouettes, ce qui suffit largement pour
alimenter le moteur NEMA. Il vous faudra un connecteur XT60 pour la connecter. Et enfin, une breadboard, par exemple, pour faire vos montages. Donc, nous avons fait le tour des éléments électroniques. Je vais vous montrer un peu le schéma du montage, toujours fait à la main. Je ne suis pas électronicien. Voilà. Donc, un ESP en centrale, la LiPo qui va aller directement alimenter les 2 pins supérieurs du driver, donc qui est pour envoyer directement du 12 volts au moteur. Donc là, vous avez, c'est un moteur à pas à 2 phases. Donc sur chacune des 2 phases, vous allez en alternance en fait envoyer le courant. Donc c'est le driver qui va se gérer tout ça. Ce driver a besoin de au minimum de 2 GPIO pour être contrôlé, une pour le nombre de pas. Attention, le nombre de pas est en absolu par rapport à la valeur initiale au démarrage du contrôleur. Ce que je viens de dire est super important. Donc c'est pas en relatif, c'est-à-dire que vous envoyez une impulsion, c'est plus 1 par rapport au pas précédent, mais si vous envoyez par exemple 240, c'est 240 pas par rapport au 0, c'est-à-dire lorsque le driver a été démarré. D'accord ? Et enfin, l'autre GPIO, c'est la direction, si vous voulez tourner entre guillemets à gauche ou à droite. Donc j'ai utilisé par exemple les 2 pins de cet ESP. Alors là pour moi c'est un ESP 8266, mais bon, si vous utilisez le ESP32 comme je vous préconise, vous en trouvez 2, il n'y a pas de souci. Le BME 150 marche en I2C, donc il vous faut l'alimenter en 3.3 et également les fils en SDA et la cloque, d'accord. Donc là vous utilisez par défaut la partie I2C d'un ESP32 ou 8266. Cette batterie en fait est connectée au régulateur de tension qui me sort du 5 volts, première fois pour alimenter l'ESP, d'accord, et puis aussi pour alimenter en direct le driver. Donc, il reçoit du 12 volts direct pour alimenter le moteur, mais le driver lui-même est alimenté pour faire cette gestion. Petit bémol, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la batterie, ça serait bien de rajouter une petite capa pour filtrer les pics d'intensité de la batterie avec une 470 microfarads. Très important, il va falloir mettre un fil entre le slip et le reset pour pouvoir activer le driver. Enfin, ici, on a notre sonde S2C, on récupère le 3.3 et puis on l'injecte dans l'entrée analogique et je suis toujours, comme pour ma vidéo sur l'eau froide sanitaire, en un pont diviseur en downstream, d'accord. Donc c'est pour ça que vous voyez une résistance 10 kg qui est connectée à la ground, d'accord. Donc ça, je vous réfère à la vidéo, je ne sais plus laquelle, sur l'eau froide sanitaire, où j'explique ça, comment connecter une sonde de température au NTC. C'est exactement la même chose, mais vous avez le montage ici. Donc, on a fait le tour. Au niveau matos, vous voyez, ça va vous coûter, on va dire, une trentaine d'euros. Il vous faut le bois. Moi, j'avais des chutes de bois. Donc, j'ai fait un plateau circulaire de 60 cm et à partir d'une planche de 60. Hein, donc, voilà. Ma première version travaille en boucle fermée avec le moteur placé dans un des coins de la planche carrée qui est support bas de la tournette, d'accord, et tout ce qui est électronique est installé sur le plateau. Ce qui veut dire, c'est que le fil du driver, vous voyez ce fil-là, va se déplacer avec la rotation du disque. Ce qui n'est pas idéal, ça peut se prendre un peu dans les pattes. Donc c'est le montage V1. J'ai une idée pour améliorer un peu les choses. Peut-être je vous proposerai un montage menuiserie V2. Mais pour l'instant, c'était un bêta test et c'est pour voir si le concept fonctionnait. J'espère que les choses sont claires. Et donc évidemment, la partie la plus difficile, entre guillemets, c'est la programmation de cet ESP. Et donc, on va se retrouver sous ESP-HOM. Donc voici devant mon assistant. D'ailleurs, j'ai eu des questions, comment je fais cet écran de fond. C'est un module AXE qui s'appelle Lovelace Animated Background. Je n'ai pas fait de vidéo pour l'installer, mais bon, il n'y a rien de très très compliqué, mais ça fait des jolis designs. Et mon thème, c'est, je peux vous le dire, parce qu'il est là. Voilà, c'est UX Goodies. Donc, si vous êtes intéressé par le thème, ça fait des transparences, etc. Allez, revenons à nos moutons.
Regardons un peu le code. Donc pour l'instant il est éteint, mais c'est pas grave, on va vous montrer. Donc il y a pas mal de choses. On va essayer d'agrandir un peu les choses. Voilà. Donc ici actuellement, j'utilise un ESP8266, mais sinon vous utilisez un ESP32 et vous remplacez par ESP32 comme j'ai fait par mes vidéos. C'est parce qu'il me restait, je ne l'ai pas payé. Alors très important, je vous ai dit que j'utilise comme compas magnétique le BME150 et malheureusement il n'est pas encore officiellement intégré dans ESP-Home. Ça veut dire que j'ai dû créer un Custom Component Sensor. Et donc, ça veut dire qu'il faut un include. Cet include, je l'ai fait pour vous. Évidemment, il va se retrouver dans la description de cette vidéo que vous récupérez. La partie Wi-Fi avec le SSID, éventuellement l'API pour l'hotspot si vous perdez votre signal. Là, ici, capteur. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer. L'API. L'API, quelque chose de nouveau, ça c'est pour le moteur pas à pas, c'est pour voir si pour débugger un peu votre driver, le A4988, ce qui permet de récupérer un ordre de rotation, donc c'est-à-dire c'est un entier, on va dire entre moins 1000 et plus 1000, en fait entre moins 200 et 200 parce que ce moteur NEMA 17 fait 200 tours pour une rotation complète. Et donc ça permet de tester un peu en débugage si votre moteur fonctionne. Si vous appliquez 60, il va appliquer 60 pas à partir du 0 au moment où le contrôleur a démarré. Voilà, donc là c'est un moyen de débugger, donc voilà. Et en tout cas le stepper, le driver, je vais l'appeler pour la suite stepper _ suiveur un axe, d'accord? Il sera défini un peu plus bas. J'ai besoin d'une variable globale. Alors qu'est-ce que c'est une globale? Ce sont une variable qui est vue n'importe où depuis ESP-Home, et ça c'est pour sauvegarder la position courante du nombre de tours. Comme je vous ai dit, le positionnement est en absolu, et moi, ce que je veux, pour minimiser la différence entre l'azimut du soleil, de la course du soleil que me donne l'algorithme intégré ESP-Home et puis mon compas magnétique, j'ai besoin d'appliquer, par exemple, que 3 pas pour continuer à suivre le soleil. Et donc, il me fallait que je rajoute à la position précédente les plus 3 pas. C'est pour ça que j'ai besoin de cette variable globale qui me mémorise, en fait, la position d'où était le plateau tournant, dans laquelle je vais devoir peut-être retrancher 3 si je suis allé trop loin, ou ajouter 3 si je veux aller à droite ou à gauche. Voilà, avec une valeur initiale à 0 par exemple. Donc cette variable-là, globale, me permet de mémoriser en mémoire du microcontrôleur la position actuelle du plateau en nombre de pas. Là, voilà l'originalité. Je vais définir ici sun, c'est l'objet qui définit le suivi du soleil. Et donc, vous voyez ici, j'ai mis dans le fichier secrets.yam qui se trouve à la racine de votre ISP config. Donc ici, il va se trouver là. Donc, je vous le montre pas, mais vous l'éditez. C'est comme pour Home Assistant. Vous allez mettre les coordonnées GPS de là où se trouve votre suivi solaire, en général de votre habitation. Donc, comme j'ai pas envie que vous sachiez exactement où je me trouve, je l'ai mis en secrets. D'accord? Mais c'est des coordonnées GPS en latitude et longitude. Times. Alors là, c'est super important aussi, c'est mis longtemps à comprendre. Vous voyez qu'il faut définir le temps, parce que les coordonnées GPS, c'est un point, mais il faut un espace-temps, et donc il vous faut la notion de temps. Et vous allez utiliser le temps qui va être renvoyé au moins une fois par Home Assistant. Et ici, vous voyez, au départ, j'avais mis Europe Paris. Mais le problème, c'est que nous, on change d'heure entre l'hiver et l'été, et actuellement, nous sommes à plus 2 heures, c'est-à-dire à plus 1 heure par rapport à la position réelle du soleil. Donc, il a fallu chercher, par exemple, une destination, donc ça se note par pays ou continent avec le nom de la ville, qui ne changeait pas d'heure entre l'hiver et l'été, et qui soit à plus 1 par rapport au Greenwich. Alors pour cela, comment avoir cette liste? Vous tapez time par exemple, voilà, ou sinon time ici, alors c'est l'objet time qui doit être au tout début, voilà ici. Et dans la doc, on vous dit que par exemple si vous cherchez avec une référence Home Assistant, que le format de la time zone peut être avec la TZ database, donc vous cliquez dessus. Et là, vous avez une page Wikipédia où vous avez plein de couples, Africa, etc., par continent. Et vous avez du plus 1, plus 1. Donc, vous faites un CTRL F, vous cherchez plus 01, 2.0,
Et puis là, par exemple, j'aurais pu mettre Africa AG, c'est ce que j'ai mis, et puis ou sinon Africa Bangui, et etc., etc. Donc, vous pouvez mettre tout ce qui coïncide avec un ici, un ici. Alors ça, c'est l'UTC, c'est le décalage par rapport à Greenwich, et DST, ça veut dire est-ce qu'on délai par rapport aux périodes d'hiver. C'est Delay Sun Tracker. Donc, c'est éventuellement un décalage entre heure d'hiver et heure d'été. Donc, il faut ici, si vous avez 1 et 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage dans les deux. Voilà, pour la petite histoire. Donc, on continue. Et on va définir un GPIO, une output. Ça, c'est pour débugger. J'ai voulu, à chaque pas de régulation du tracker, allumer la LED pour savoir s'il rentrait bien dans la boucle d'optimisation de la boucle fermée, de la régulation, en fonction de l'écart de l'azimut donné par le compas avec celle donnée par l'objet soleil. Pareil, je définis une lumière qui va allumer ou non sur le GPIO 2 de mon ESP8266. Vous n'êtes pas obligé de le mettre si ça ne vous intéresse pas. Voilà. l'I2C, très important pour définir le compas magnétique. Voilà. Mais sachant que j'ai fait un custom, il va être surtout défini dans le fichier H qui est BM qui est ici. Donc, je vais vous l'ouvrir avec Notepad++. Et vous allez voir en tête de gondole, ici, tout là-haut. Donc, si vous avez un ESP32 et vous voulez changer les pins, vous changez ici dans les deux Defied, vous mettez là où vous avez branché pour la data et la clock. D'accord? Donc, en fait, ici, c'est juste pour faire le scan de l'I2C et qu'il le voit. Et effectivement, c'est pour lister le l'I2C et il le voit bien. Alors, dans les capteurs, il y en a pas mal. Je définis un ADC. Pourquoi? C'est pour la lecture de la sonde de température, parce qu'en temps réel aussi, je peux savoir la température à l'intérieur du four. Ça peut être intéressant pour mettre un automatisme. Par exemple, si j'ai une cuisson à plus de 100 degrés pendant 20 minutes, je considère que c'est peut-être cuit. Et on peut envoyer un message pour dire que c'est cuit. Par exemple, vous faire ça, envoyer un message via Telegram sur votre smartphone ou que sais-je encore. Bon, bref, tout est possible. Donc, la première chose à faire, c'est définir la lecture de la tension sur votre pont diviseur. Hein. Donc, je vous rappelle que d'après le montage que je vous ai mis ici, j'ai mis une résistance R1 à 10 kg, d'accord. Et comme j'ai un ESP8266, j'ai qu'une seule entrée analogique à 0. Un ESP32 en a au moins beaucoup, au moins 8. En tout cas, il y en a 3 utilisables simultanément. Et donc ça, c'est assez intéressant. 3 ou 8, je sais plus. Je dis une bêtise. Bon, je sais plus. Enfin bref, un ESP32, c'est mieux à ce niveau-là, même si l'ADC n'est pas génialissime en termes de précision. Une fois qu'on a défini l'ADC, eh ben, il faut maintenant la convertir, cette tension, en résistance en ohm, donc grâce à la plateforme résistance de ESP-Ohm. Il faut bien indiquer ici le type de pont diviseur. Donc moi, je vous l'ai dit, je l'ai mis en upstream. D'accord. Si vous mettez la résistance de 10 kg plutôt entre le plus 3 volts et la pin data, ça sera en downstream. Ok, bon, peu importe. Mais j'ai préféré la variabilité que ce soit en R1. La résistance que j'ai mis, 10 kg, ben, si vous mettez une 20 kg, vous mettez 20 kg. Moi, c'est 10 kg. La précision de la mesure, etc. Si vous mettez un name, ça veut dire que la valeur de la résistance va être également envoyée dans Home Assistant. C'est intéressant pour le débugage, pour l'étalonnage de votre sonde de température. Je mets un ID éventuellement sur cette résistance, puisqu'il va falloir que je l'utilise, cette résistance, pour appliquer alors soit l'objet NTC qui est défini dans Home Assistant, ESP-Home, pardon. Mais en fait, je vous avais dit par rapport à la vidéo sur le FS que moi, je n'avais pas de succès sur les 3 points d'étalonnage. Ça va envoyer des valeurs qui étaient un peu bizarroïdes. Et donc, du coup, j'ai fait un template sensor qui calcule directement la formule d'inversion en fonction des 3 points de température avec les valeurs de résistance. Donc, j'ai utilisé, je crois, quand j'ai mis un glaçon avec la sonde de température vers 2 degrés, j'ai mesuré la résistance. Alors, comment je mesure la résistance? Je vais dans le log, c'est-à-dire vous cliquez sur log, ici, vous mettez votre sonde de température sur un glaçon, vous lisez la valeur de résistance, ok. Et puis, vous faites pareil à température ambiante, donc vous avez un thermomètre ambiant, et vous mesurez le deuxième point, par exemple 30 degrés en ce moment avec la valeur de résistance. Et puis après, j'ai utilisé une source très très chaude et que j'avais à peu près une mesure de température, donc, sachant que ça peut monter au-dessus de 150 degrés. Donc voilà, alors que j'ai utilisé ce genre de pistolet infrarouge. Bon, c'est pas très précis. Du coup, j'avais mes 3 points sur les extrémités, ce qui permet de
d'aller calculer ces coefficients ABC, et pour cela, j'ai utilisé un script Python que je vais vous... De toute façon, il sera dans la description. Donc voilà, je vais vous le montrer. Ce script Python permet de retrouver les coefficients ABC en fonction de ces trois couples. Donc je vais vous montrer ce script qu'il faut lancer. J'ai oublié de le lancer, tiens. Voilà, le temps de démarrer, quelques secondes. Évidemment, ce script sera dans la description. Il est long, hein, Spider à se lancer. Voilà, et donc vous voyez, vous mettez vos températures initiales, vous voyez 6 degrés la résistance, la température de 6 degrés, etc. Et enfin, vers 100 degrés, la valeur de résistance. Plus la température monte, moins la résistance est importante. D'accord? Et quand vous lancez, vous exécutez, pouf, et ben ça vous donne les trois coefficients ici que j'ai reportés ici. D'accord? Clac, la B et la C. Donc du coup, ça permet de convertir ça en température, en degrés Celsius. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué pour contourner un peu les mesures de la sonde NTC, mais ça marche pas trop mal. Bon, deuxième point de référence, c'est la course du suivi du Soleil. Et donc, je définis un capteur qui s'appelle Soleil, que j'appelle suiveur un axe Soleil dans Home Assistant. Donc, du coup, je peux savoir les valeurs angulaires de l'azimut du Soleil. Voilà. Et là, pardon, c'est pas l'azimut, c'est l'élévation. Et puis, vous avez la même chose aussi en azimut. Et là, c'est le type azimut. Donc, l'élévation, je l'exporte dans Home Assistant pour confort, mais j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, donc ça, c'est les deux objets, et ça, c'est super important. C'est en fonction de coordonnées GPS et du temps, ben, c'est la position actuelle du Soleil, et qu'il va falloir comparer avec celle de votre compas magnétique. Alors, votre compas magnétique, eh ben, j'avais dit qu'on l'a défini en custom, donc custom, BMM 150 ID, voilà, donc là, c'est... Si vous ne comprenez pas trop comment se définit un custom sensor, je vous renvoie sur mes anciennes vidéos. Mais tout se passe avec un lambda, donc une petite chaîne C++, où je définis un objet 150 qui est défini dans le point H ici, d'accord, qui est en dessous ici. Voilà, donc après les constantes, le JSDefine, je définis un objet BMM 150, voilà. Et je retourne, excusez-moi, dans ESP-Home. Et je lis ce custom sensor et je récupère qu'un seul paramètre, c'est l'azimut, ici que j'ai appelé headings, le cap. Donc, une fois que je récupère par le script C++, le custom sensor C++, je vais de cette chaîne C++, je vais le renvoyer dans une variable ESP-Home, qui s'appelle suiveur un axe azimut plateau, pour le plateau, et que j'envoie aussi dans Home Assistant pour pouvoir un peu débugger. Donc, ce qui veut dire, c'est que cette valeur-là, cette information-là, est en comparée avec l'objet Sun qui est ici. Donc, comment faire cette comparaison? Le plus simple, c'est de faire une différence. D'accord? Et c'est là que cette partie-là qui m'a demandé énormément de travail. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je faisais une automatisation en ESP-Home. Et vous allez voir que il y a pas mal de lignes commentées, donc j'ai pas mal fait de débugage. Alors, la première chose, c'est qu'on va définir un nouveau capteur template qui va représenter la différence entre la position du Soleil donnée par la course du Soleil avec les coordonnées GPS et le temps, GMT+1, et avec la position donnée par le compas. Donc, c'est fait ici, regardez. Donc, ça, c'est le nom de ce template en ESP-Home. La différence, je l'exporte aussi dans Home Assistant pour du débugage. Je mets à jour toutes les 2 secondes. Là aussi, ne faites pas trop rapide. Pourquoi? Parce que le capteur de compas magnétique, ce que j'ai oublié de dire, peut-être, oui. Le compas magnétique, où est-il? Alors, où est-il? Oui, j'ai oublié de le dire, c'est que une fois que je récupérais l'information d'azimut du BM150, je fais une moyenne glissante avec 19 points. Pourquoi? Parce que j'ai dit que l'écart type était petit, mais il reste un peu de bruit. Donc, ça permet de lisser un peu les choses. Donc, même si le BM150 est échantillonné toutes les 0,1 secondes, ben, il me faut attendre que à peu près 1 ou 2 secondes d'écart pour avoir une vraie mesure un peu lissée. Et donc, ça veut dire que la différence
il y a 2 secondes d'écart entre le temps que la différence se calcule à partir de moyenne glissante sur la lecture directe du capteur du compas magnétique. Donc faites-y attention. Donc ne mettez pas par exemple 1 seconde parce qu'il va y avoir un décalage dans le contrôle. Et mais, voilà. Bon, ça sera à ajuster selon un peu du tournevis, mais normalement ces valeurs-là fonctionnent bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que bon, l'unité c'est des degrés, puisqu'on va faire la différence entre deux angles, l'azimut du soleil moins l'azimut donné par le plateau. Donc cette mesure-là, je répète, elle est lissée sur 19 points. Voilà, et donc ça va me donner une différence qui sera positive ou négative selon que je me suis trop déplacé ou pas assez. Et elle-même, éventuellement, vous voyez, j'ai laissé, mais la moyenne, mais en fait, je la moyenne pas parce que je fais qu'une window size, une taille de fenêtre de 1 point, et j'envoie toutes les secondes. En fait, il n'y a pas de moyenne. Mais si vous voulez un petit peu corriger la différence, attention, ça va vous retarder un petit peu plus l'écart entre le plateau qui se tourne et puis l'affichage de la différence. Mais n'excédez pas 3 points ici, par exemple. Mais si vous avez des problèmes encore d'oscillation. Alors, la grande nouveauté, elle se situe ici. Alors, chaque fois que la différence sera mise à jour, c'est-à-dire qu'on va voir un écart entre ces deux valeurs, eh bien, on va lancer une automatisation, une sorte de boucle pour la régulation du contrôle. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que dès qu'il y a une valeur qui arrive, donc dès que ce lambda me donne une nouvelle valeur de différence, on va faire quoi? On va faire un test avec la boucle if. Et quelles conditions on va tester? Eh bien, si la condition, on va faire un AND. Alors pourquoi? Parce que j'avais testé il faut que 2 conditions soient vraies simultanément, mais en fait, j'en ai laissé qu'une. Donc le AND ici, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais en tout cas, vous pouvez commenter éventuellement ces 2 lignes. Je vous expliquais à quoi elles servent. Mais en tout cas, la première condition que je teste, c'est quoi? C'est que si l'écart est inférieur à moins 1 degré ou supérieur à 1 degré, donc ça veut dire que la valeur absolue est supérieure à 1 degré, alors je vais réguler. Ça veut dire que je vais essayer de corriger la position du plateau par rapport à celle du soleil. Donc ce qui veut dire ici, c'est que je ne régule pas si l'écart entre l'azimut donné par le compas et celle du soleil est inférieur dans une borne de moins 1 à 1 degré. Après, vous pouvez faire 0,5 si vous voulez, mais je ne vous le déconseille pas parce que ça va vous faire rentrer dans cette boucle de contrôle très régulièrement et donc ça va user un peu plus la batterie. D'accord? La deuxième condition que je pouvais éventuellement décommenter, c'est qu'il faut être sûr que le moteur soit arrivé à la précédente commande qui a été lancée. Et ça se fait par ici, si la position courante du capteur, du moteur pas à pas, est égale à la target qui a été visée préalablement. Donc, vous pouvez mettre les 2 conditions simultanément par le « et » ici. Qu'est-ce qu'on fait si la condition est vraie? Alors, zen, je vais réguler. Alors, qu'est-ce que je fais? Avant de réguler, pour débugger mon ESP, j'allume la petite lumière là sur le GPIO2, d'accord, pour dire je vais commencer à rentrer dans la boucle de régulation. Et là, ce que je fais, c'est que je fais un global set. Je vais enregistrer en mémoire la position actuelle du plateau, d'accord, avant de le faire bouger pour réguler. Donc, c'est ce qui est fait ici, global set, et je récupère la position courante que je stocke dans la variable stepper, suiveur, un axe position. Et une fois que j'ai fait ça, je vais réguler, c'est-à-dire faire déplacer le moteur en mettant à jour la valeur du pas. Comment je fais ça? Grâce à stepper set target, je vais lui assigner une nouvelle position. Sur quel objet? Sur le stepper qui est défini un peu plus bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais définir 4 pas de descente. Si je suis très très loin en angle, c'est-à-dire que si la différence d'angle est supérieure à 4 degrés, à plus 4 degrés, je vais lui mettre la valeur courante moins 20, je lui retranche à la valeur de la position moins 20 pas. D'accord? Si par contre la différence angulaire est comprise entre 2 et 4, je commence à être proche de la position finale, je lui retranche que 5 pas. Alors pourquoi il y a un moins? Parce que mon moteur est en position inversée, donc c'est pour le faire tourner dans le bon sens. Si vous le mettez droit, vous remplacez ici les moins par des plus,
et puis dans les autres branchements, par les moins par des les plus par des moins. D'accord? Enfin, troisième cas, quand je suis vraiment très proche, si je suis entre 1 et 2 degrés, je fais juste un seul pas d'adaptation. D'accord? Donc là, on va dire, on se rapproche par la gauche de la position centrale. Et puis, vous avez ici le rapprochement, si vous aviez dépassé, par la droite. D'accord? Donc là, c'est pareil. Si je suis entre, excusez-moi, entre moins 1 et moins 2, je radditionne que 1. Si j'étais entre moins 2 et moins 4, je radditionne 5 pas. Et enfin, si j'étais vraiment très très loin, au-dessus de inférieur à moins 4, je radditionne 20. Donc, vous avez 3 pas d'ajustement. Alors ça, c'est libre à vous. Vous pouvez en laisser qu'un, suivant vos déplacements. Donc, on résume. On a 6 conditions à tester. 3 si on vient de la gauche, 3 si on vient de la droite, avec 3 pas, 3 vitesses d'approche autour du point central, c'est-à-dire lorsque l'écart entre les deux angles azimutaux, et cet écart vaut 0. Et une fois que j'ai régulé, j'éteins la lumière de mon ESP. Voilà. Donc je sais si je suis ou non, j'alterne les boucles. Ah, j'ai fait un délai de 2 secondes, c'est-à-dire que j'attends 2 secondes avant d'éteindre la LED. Voilà, donc là, c'est la boucle principale. Donc on vient de voir une automatisation avec onValue, avec un test, Zen. Et Zen, c'est des actions, c'est-à-dire je fais une séquence d'actions. On démarre la lumière, on écrit une variable en mémoire et on applique la commande au moteur, etc. Qu'est-ce qu'il me reste à définir? Bon, ça là, c'est pas besoin, c'est juste pour stocker. L'uptime, c'est pour, si vous avez l'habitude de mes vidéos, c'est pour savoir depuis quand l'ESP est allumé. La puissance du Wi-Fi ici. Un switch, c'est pour démarrer votre ESP, c'est toujours pratique à distance. Enfin, le stepper, j'aurais pu le positionner au début du programme. Ça, c'est le driver A4988. D'accord, vous le mettez ici. C'est l'ID qui est utilisé dans toute la boucle de régulation. Stepper suivant un axe. La pin du nombre de pas, c'est D0. Donc, si vous avez un ESP32, vous choisissez le GPIO qui va bien. La step, pardon, voilà. Et la direction, c'est D1. La vitesse du plateau, donc j'ai mis 60. Je préfère qu'il aille doucement. Alors pourquoi? Parce que mon plateau, il n'est pas parfaitement circulaire. Hein, et donc, des fois, ça accroche, etc. Donc, j'ai préféré ralentir pour que ça fonctionne bien. Et la slip pin, je l'ai laissé à 2. En fait, ça n'a jamais marché. La slip pin, ça sert à éteindre, pas complètement le driver, entre deux boucles de régulation. Et moi, en fait, ça n'a jamais marché. Je ne sais pas ce qui se passe. Pire, quand j'ai essayé de le mettre sur Enable, ça n'a pas marché. Pourquoi? Non seulement il faisait un reset de la position de la position 0 à chaque fois que je redémarrais. Donc chaque fois que j'appliquais, ben, il devenait fou, donc c'est pas une bonne idée. Mais en plus, au bout d'un moment, le driver a été grillé. J'en ai grillé 2. Donc j'étais bien content d'en avoir 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un cover, ça c'est pour un affichage dans l'ESP Home pour le contrôle. Bon, c'est à vous de voir si vous pouvez avec un slider déplacer le plateau à la main. Si vous laissez tout l'automatisme, cette partie n'est pas nécessaire. Il nous reste un binary pour savoir si l'ESP est allumé, un binary sensor s'il est allumé ou non. Et enfin un text sensor, c'est pour convertir l'uptime en jour, heure, minute, etc. secondes. Et la version d'ESP Home. Donc c'est assez compliqué quand même tout ça. Donc c'est une première fois qu'il y a un automatisme intégré au microcontrôleur. Ça veut dire que Home Assistant il peut tomber, ça va quand même réguler. Alors on va dire, est-ce qu'on n'a jamais besoin d'Home Assistant? Non, parce que c'est lui qui vous fournit l'heure au départ, mais juste une fois au démarrage du microcontrôleur. Bon, il faut que vous ayez une portée une fois du signal. Est-ce qu'on peut utiliser quelque chose d'autre pour récupérer l'horloge? On peut souder une petite pile, un petit module RTC sur votre ESP. Normalement, on devrait être complètement indépendant de Home Assistant. Mais fait comme je veux récupérer les informations de la fonction de coût que je cherche à minimiser, et également la température du four, et j'exporte également l'azimut et l'élévation du soleil, j'aime bien être connecté à Home Assistant. De toute façon, le four est installé dans mon jardin, dans un rayon de 10-15 mètres, donc c'est à portée de mon Wi-Fi. Alors, je vais vous montrer la réalisation pratique. Donc, vous voyez le plateau qui fait 60 par 60, un petit peu plus, celui-ci. Le plateau de 60. Vous voyez le NEMA. Alors, j'ai utilisé une roue.
voilà, de voiture, voilà, télécommandée. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite poulie et un élastique tout autour si vous faites une gauge. Voilà, il y a plein de façons d'entraîner. Moi, je suis pas un pro. Une planche de cale de bois pour surélever, pour être à la bonne hauteur ici. Et ce qui est le plus important, donc, ce que vous voyez l'inconvénient, c'est que le fil du moteur, ben, il est libre. Et donc ça, c'est mon design V1. Bon, ça veut dire qu'il ne faut pas trop qu'il se trouve coincé. C'est l'inconvénient. Et ce que vous voyez en blanc, c'est mon fil de température à glisser dans le four. Donc, ce que vous voyez également, ça, c'est pour mettre ma batterie, pour connecter ma batterie. J'ai utilisé un connecteur JST. Et ici, vous voyez le BME 150. Alors, vous voyez cette ligne horizontale, ici, et en quadrature, vous voyez le BME, et vous voyez ici que j'ai positionné vraiment en perpendiculaire le BME, donc pour moi, sa référence, c'est ici. Donc voilà, et ça veut dire que le four devrait être positionné comme ça, par exemple, parallèle à cette ligne-là, pour être vraiment bien ajusté. Que dire de plus? Je l'ai fait en planche de récupération en pin. Je vous déconseille parce que ça gondole vraiment, donc un bois qui est un peu moins sensible à la température. Bon, c'était un premier design, on va dire V1. J'ai une autre idée pour que le moteur soit également installé sur le plateau afin que de ne plus être dépendant de ce fil-là, enfin, pour minimiser le risque que ça s'embroche. Bon, après, je pourrais peut-être mettre un guide qui évite ça, enfin un tendeur, etc. Bon, il doit avoir moyen de faire. C'était une idée. Donc, vous voyez, j'ai 60 cm. C'est bien pour poser un four, il n'y a pas de souci. La tournette fonctionne très très bien. Donc, mais sinon, c'est pas mal. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer quand même que ça fonctionne bien. Il faut mettre une batterie. Donc là, vous voyez que j'ai démarré le truc, mais que ça tourne tout seul. Donc là, je suis assez loin, parce que je dois être... là, il faut que je fasse quasiment 3/4 de tour. Donc je suis avec plus 20. Alors des fois, ça remonte parce que le plateau n'est pas parfaitement circulaire. Et donc ça accroche un peu, mais bon, vous voyez, ça tourne. L'avantage, c'est que je peux le faire à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de panneaux solaires, etc. Bon, c'est alimenté par la batterie. On va me dire, oui, mais il faut recharger la batterie, mais ça, je peux le faire à tout moment. Voilà. Donc voilà, au bout de quelques secondes, finalement la position du soleil. Donc là, c'est bizarre parce qu'il m'a fait... non, c'est le limite. Donc il a tenté, puis il a quand même bien régulé. Voilà, là, je suis à moins d'1 degré d'écart par rapport à la position du soleil. Et puis à partir de là, bon, il va faire quelques micro-ajustements, mais rien de grave. Voilà. Alors ce que je vous disais, c'est, vous voyez, les 19 points quand même qui sont mis pour le compas magnétique. Bon, ça vous fait quand même des fluctuations. Hein. Vous voyez ici, là, excusez-moi, ici, vous voyez le compas magnétique à 220, ça bouge pas mal. Et malgré les 19 points d'intégration. Donc c'est pour ça que vous avez la mise à jour qui se met 2 secondes après pour la boucle de régulation. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire les quelques... Je ne sais pas si je peux faire mieux. Non, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc on voit que j'ai bien calé sur 0 et ça marche bien quelle que soit l'initialisation. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, chaque fois que ça passe, que c'est démarré, eh bien vous avez une régule. Vous voyez, là, il arrête de réguler. Voilà. Et puis normalement, quand je suis bien autour de entre moins 1 degré, etc., vous avez que rarement des coups de régulation. Voilà. Donc ici, il régule. Voilà. Donc évidemment, l'inconvénient de cette technique, c'est qu'il ne faut pas éviter de mettre votre plateau là où il y a des fortes sources de métal, etc. Donc si vous avez un four solaire uniquement en métal, ça peut perturber votre compas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pourrais utiliser un capteur de lumière pour faire la régulation. Donc, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, d'une suite de celle-ci. Plutôt faire la régule sur le capteur de lumière, mais ça sera quasiment la même chose. Je remplacerai en lieu et place le compteur magnétique par la lumière et je ne ferai plus la différence, mais je maximiserai cette fois-ci la lumière reçue. Donc ça sera une courbe en forme de cloche et puis je chercherai le point optimum.
Donc vous voyez, je fais la régule, c'est entre 0 et 1, vous voyez les oscillations de celle-ci. Donc, mais j'étais à moins 0, etc. Donc ça marche à peu près bien. Voilà. Aussi, je vais vous montrer dehors comment ça fonctionne. Vous pouvez voir qu'on est bien calé par rapport au soleil. Donc voilà en pratique comment ça fonctionne. Donc vous voyez ici, en fait je ne l'ai pas installé dessus mais je pourrais. Donc vous avez ici la ligne à laquelle il va falloir être perpendiculaire pour l'axe du soleil, c'est le cas. Donc c'est parfaitement aligné. Hein. Donc l'astuce c'est se mettre en ne pas prendre en compte le décalage lié aux heures d'été et d'hiver. Donc vous voyez une régulation d'un pas de temps en temps. J'ai un écart entre de plus 1 moins 1 degré. Et la sonde de température, elle est intégrée dedans, donc ce barbecue solaire, ça fonctionne. Pour l'instant, il m'affiche 85 degrés, mais elle est mal étalonnée en température haute. Donc là, je dois régler ça. Il faut que je prenne la vraie mesure à l'intérieur. Là, je pense que je suis à plus de 120 degrés largement. Donc il faut que je mette à jour en fait la course, les 3 points pour l'étalonnage. Et puis ça devrait être bon. Bon, ça marche nickel. Nickel, nickel, nickel. Et puis vous pouvez l'installer sur le plateau. Donc voilà, un plateau de 60. C'est pas mal. Alors l'avantage c'est que je peux le bouger, le plateau, je peux le poser n'importe où, je m'en fous. Il va se caler automatiquement grâce au compas. Donc ça marche bien, et s'il y a un nuage qui passe, ben, je suis pas trop sensible à ça parce que vous voyez, enfin, c'est surtout la boucle pour pas user votre batterie. Voilà. Donc ben, ça marche bien en pratique. Le moteur est suffisamment costaud pour déplacer un four qui ferait 5-6 kg sans aucun souci, même une dizaine de kilos. Ça marche bien. Donc on voit bien que par exemple je suis perpendiculaire. Ici vous voyez pas mais je suis en plein centre, donc je suis bien aligné, c'est parfaitement parallèle. Voilà, ça marche très bien. Donc une assez longue vidéo sur ce suiveur solaire Anax basé sur la mesure de la course azimutale du soleil et la comparer avec un compas magnétique en boucle fermée. Ça veut dire que je suis indépendant d'un passage d'un nuage par rapport si j'avais utilisé par exemple des panneaux solaires ou un capteur de luminosité. Donc ça peut être un avantage. Normalement, si vous êtes loin de toute source féreuse, là, une fois que vous êtes calé proche entre moins 1 et 1, les pas de régule se font très rarement, donc vous économisez la batterie. Alors oui, il faut recharger la batterie, mais vous pouvez très bien imaginer adjoindre un panneau solaire pour la recharger en permanence. Alors, pourquoi j'ai pas utilisé des panneaux solaires? Non seulement je vous ai expliqué que la différence de potentiel peut être finalement doit être suffisamment importante pour commencer à la réguler, et aussi que les panneaux solaires, 2 ou 4, ça va vous coûter 20 €, quoi. Donc ça va impacter votre budget. Alors, j'ai plusieurs idées pour le faire évoluer, c'est-à-dire un autre design au niveau menuiserie pour mettre également le moteur sur ce plateau et donc être un peu libéré de ce fil entre l'ESP et le moteur NEMA. Et pourquoi pas adjoindre ou remplacer le compas magnétique par un capteur de luminosité. La régulation se fera toujours en boucle fermée, mais attention, là vous allez être sensible au passage nuageux. Voilà, il n'y a jamais, comme disent les Anglais, no free lunch. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce que je vous ai pas montré, c'était la remontée de température à l'intérieur du four, mais elle est immédiate. Hein, elle était dans mes courbes Grafana. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour peut-être une suite de ce montage-là ou autre chose. Je verrai bien. Allez, à très bientôt.